Comme des garçons. Une marque qui ne cherche ni à plaire ni à séduire. Une marque qui ne suit pas la tendance, mais les détruit une à une. Un ovni dans le paysage de la mode. Un univers à part, né du chaos, de la déconstruction et du refus des normes esthétiques. C'est une marque dont tout le monde a déjà vu le nom ou le logo, parfois sans même savoir ce qu'elle représente. Mais au fond, peu de gens connaissent vraiment l'histoire. Derrière cette énigme, une femme, discrète, insaisissable, mais redoutablement influente. Rei Kawakubo, la créatrice qui a fait trembler Paris en 1981 avec ses silhouettes noires, informes, et qui a sans dire un mot imposé sa vision radicale à tout un monde. Mais comment cette japonaise réservée, formée à l'art plutôt qu'à la couture, a-t-elle bâti un empire sans jamais céder au code du luxe? Comment a-t-elle réussi à imposer une esthétique du moche, du non-conforme, là où tout le monde cherchait du glamour et de la perfection? Yo, c'est Chris Emerson et aujourd'hui on remonte aux racines de Comme des garçons. De son lancement à Tokyo dans les années 70 jusqu'à ses défilés révolutionnaires à Paris. Et on plonge dans la tête de cette créatrice de l'ombre qui n'a jamais cherché à être comprise. Alors accrochez-vous bien et laissez-vous emporter. Voici l'histoire de Comme des garçons et de sa créatrice, Rei Kawakubo. « 1942, Tokyo. En pleine Seconde Guerre mondiale naît Rei Kawakubo. Son enfance, probablement chaotique. Et comme si ça ne suffisait pas, ses parents divorcent alors qu'elle est encore très jeune. Aujourd'hui, les divorces sont presque banals. Mais dans le Japon ultra conservateur des années 40, c'était rarissime. Pourquoi? Parce que sa mère voulait devenir institutrice. Sauf qu'à cette époque, on attendait des femmes qu'elles restent à la maison. Point. Son refus de se plier a brisé son mariage et cette rupture a profondément marqué Rei. Elle a grandi en se sentant à part. Sa famille ne ressemble à aucune autre. Mais avec du recul, cette décision radicale de sa mère l'a profondément influencée. Elle lui a transmis l'idée qu'on peut tracer sa propre voie, peu importe les normes. Et ça se voit. Rei n'a jamais cherché à s'intégrer aux autres. Même à l'école, elle modifiait son uniforme dès qu'elle le pouvait. Et hors école, elle portait uniquement des fringues cousues sur mesure par sa mère. Très vite, elle développe une obsession pour son propre style. Elle ne suit pas la mode et s'exprime à travers ses fringues. C'est ce rapport personnel, presque viscéral du vêtement, qui va la pousser vers une carrière artistique. Elle s'inscrit aux Beaux-Arts de l'Université de Keio à Tokyo. Là-bas, son père y travaille. À ce moment-là, elle ne vise pas du tout la mode. Mais son immersion dans les arts visuels va poser les bases de son futur univers créatif. Et ça se ressentira dans ses vêtements, un avant-gardiste radical et hommage aux formes artistiques classiques. Rei a un pied dans l'histoire de la mode et un autre dans le futur. Une fois diplômée, elle déménage à Harajuku, le quartier branché des jeunes Tokyotes. C'est un peu comme le Soho japonais. Des boutiques à gogo, du style à tous les coins de rue et des gens qui viennent traîner, flâner et créer. Pour Rei qui s'est toujours sentie à part, ce quartier c'est une bénédiction. Elle veut s'habiller comme elle veut, s'exprimer librement et trouver enfin un environnement qui accepte sa différence. Mais c'est pas les vacances non plus. Elle a besoin de bosser. Elle trouve un taf dans le service pub de fabricant de textiles. C'est pas du luxe ni de la haute couture, mais c'est un taf. Et surtout, c'est là que tout commence. Dans ses missions, elle doit organiser des shootings publicitaires pour valoriser les tissus de l'entreprise. Et pour que ça fonctionne, il faut créer des vêtements avec ces tissus. Du coup, Rei prend les devants. Elle découpe, assemble, conçoit des vêtements avec les matières à vendre et les fait porter par les mannequins pour les pubs. Son but, juste que la photo claque. Mais ses créations sont tellement marquantes qu'un jour, un collègue la prend à part et lui dit « Tu devrais faire de la mode. » Pour de vrai. Et c'est le déclic. Elle quitte l'usine textile pour tester sa chance dans le stylisme. Mais à cette époque, elle n'a pas encore d'ambition de lancer sa propre marque. Elle crée des looks pour des clientes, mais rapidement, elle se heurte à un problème. Les vêtements qu'elle imagine n'existent tout simplement pas. Du coup, comme à l'usine, elle se met à les créer elle-même. Et là, le bouche-oreille fait effet. Les clientes ne viennent plus pour son œil de styliste, mais elles viennent pour ses pièces uniques. Au bout de 2 ans, elle comprend que ce n'est plus un job, c'est une vocation. Et pour suivre la demande, elle doit passer au niveau supérieur. Alors, elle prend une décision. Elle va créer sa propre marque. En 1969, Rei Kawakubo lance officiellement Comme des garçons, une marque de prêt-à-porter féminin. Et oui, le nom est français. Plutôt surprenant pour une marque japonaise, non? Le nom vient d'une chanson de Françoise Hardy intitulée Tous les garçons et les filles. Dans les paroles, on entend Comme les garçons et les filles de mon âge. Extrait. Comme les garçons et
Saurai-je bientôt ce qu'est l'amour? Une chanson qui parle d'une jeune fille qui regarde tout le monde tomber amoureux autour d'elle, pendant que elle attend encore. On ne sait pas comment est-ce que cette chanson est tombée dans les oreilles de Ray, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle l'a profondément touché. Et ce nom-là, Comme des garçons, c'est ce qu'elle a choisi pour incarner sa vision du vêtement. Une fois le nom trouvé, Ray passe à l'action. Ses premières pièces s'écoulent vite dans plusieurs boutiques de Tokyo. Et même si elle est encore jeune dans le game, son esthétique tape dans l'œil. Des coupes inhabituelles, des proportions étranges, le noir partout et un savant mélange entre les codes japonais et les vibes parisiennes. Bref, un look que personne n'avait vu venir et ça marche fort. En 1975, elle ouvre sa première boutique Comme des garçons à Tokyo. C'est plus qu'une simple boutique, c'est un point d'ancrage. Le lieu où se forme le culte CDG, où les fans peuvent venir vivre l'expérience de la marque en direct. 3 ans plus tard, en 1978, Ray lance Homme comme des garçons, sa ligne masculine. Et même si ça peut sembler logique aujourd'hui, c'est un vrai tournant. Cette ligne ouvre la porte à une nouvelle clientèle et étend encore l'aura de la marque. Au début des années 80, le nom de Rei Kawakubo circule partout dans les discussions sur les designers les plus prometteurs. Mais elle ne cherche pas à savourer sa montée. Elle veut frapper plus fort. Et pour ça, il faut passer à l'international. Petit rappel du contexte, en 1980, Comme des garçons est déjà présent dans plus de 100 magasins, tous situés au Japon. Et à cette époque, pas d'Instagram, pas de boutique Shopify. Donc si tu veux faire connaître ta marque à l'étranger, faut te montrer en vrai. Alors Ray prend une décision stratégique. Elle vise la Fashion Week de Paris. 1981, Comme des garçons débarquent pour la première fois à Paris. Et là, c'est l'électrochoc. La presse est divisée. Certains crient au génie, d'autres parlent de provocation. Pourquoi? Parce que Ray ne joue pas le jeu du glamour parisien. Sa collection est sobre, radicale, tout en noir. Et au lieu de s'excuser, elle l'assume à fond. Les critiques disent que c'est trop noir, trop bizarre, trop différent, mais ses fans, eux, en redemandent. Les médias les surnomment les crows, autrement dit les corbeaux. Et ce surnom qui se voulait péjoratif au départ devient un emblème. Naît alors un mouvement, le Karasuzoku. J'ai réussi. Au tribu corbeau, une génération de Japonais habillés tout en noir, de la tête aux pieds, signés par les designers underground. Et dans ce mouvement, il n'y a pas que Ray. Un autre nom fait bruit à cette époque, Yohji Yamamoto. Et oui, les deux créateurs commencent même à sortir ensemble. Plutôt fou quand on pense que Ray avait nommé sa marque sur une chanson sur une fille en quête d'amour. Et que c'est justement grâce à sa marque qu'elle le trouve. Même si leur couple ne dure pas, leur partenariat créatif marque l'histoire. Yohji et Ray deviennent des figures de proue de la mode japonaise à l'international. Et tout ça grâce à ce premier show à Paris. Mais ne s'arrête pas là. La même année, Ray ouvre une boutique Comme des garçons à Paris. Son instinct était bon. C'est cette décision qui va changer à jamais la trajectoire de la marque. En 1982, elle pousse encore plus loin avec sa collection nommée Destroy. Les vêtements ont l'air abîmés, déchirés, en lambeaux, comme sortis d'une friperie post-apocalyptique. Mais tout est volontaire. Parce que Ray, c'est pas une suiveuse, c'est une pionnière de l'anti-mode. L'anti-mode, c'est quoi? C'est l'art de renverser les codes, de faire valser les normes, de créer une forme de mode qui te provoque, questionne et parfois dérange. Et Destroy, c'est exactement ça. Une collection qui divise. Certains adorent, d'autres crient au scandale. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait parler. Et dans un monde saturé d'images lisses, fait parler, c'est déjà gagné. Sauf que les critiques ne s'arrêtent pas qu'à l'esthétique. Certains journalistes veulent enfermer Ray dans une case, celle de la créatrice japonaise aux créations exotiques. Ils balancent des termes comme chic d'Hiroshima ou mode post-atomique. Oui, c'est réducteur, voire insultant, mais Ray, elle ne flanchit pas. Elle continue d'avancer collection après collection. Et à chaque fois, de plus en plus de sceptiques viennent s'asseoir au premier rang. Avec l'expansion internationale de Comme des garçons, Ray Kawakubo savait qu'elle ne pouvait plus avancer seule. C'est ainsi qu'en 1984, elle recruta un jeune modéliste de 23 ans, fraîchement diplômé de la célèbre Bunka Fashion College de Tokyo. Elle ne s'en doutait pas encore, mais ce recrutement allait devenir un moment clé dans l'histoire de la marque. Ce jeune talent prometteur n'était autre que Junya Watanabe.
À ce stade, je pense qu'il méritait une vidéo entière parce que, mine de rien, son parcours est vraiment riche. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il sortait juste de l'école et cherchait à se faire une place dans le milieu de la mode. Et voilà qu'il intégrait Comme des Garçons, alors l'une des marques les plus influentes du moment. Mais même, elle ne pouvait pas deviner à quelle vitesse Junior allait devenir un élément central de l'ascension de la marque. Jusqu'à présent, on a peu évoqué un aspect extrêmement important. Rei est une créatrice extrêmement discrète, voire solitaire. Elle donne très peu d'interviews, parle rarement en public et selon certaines sources, elle aurait même tenu à garder une distance professionnelle avec son ancien compagnon Yoji Yamamoto pour ne pas interférer dans son processus créatif. En d'autres termes, elle protège farouchement son espace artistique. Mais pour une raison encore mystérieuse, Junya faisait exception. Plutôt que de le reléguer au rang d'un simple exécutant, Rei le prend sous son aile. Rapidement, elle lui confère des responsabilités de plus en plus importantes. Et seulement 3 ans après, elle le nomma directeur artistique de Tricot, une toute nouvelle ligne de mailles lancée par la marque. Un geste extrêmement rare qui lui donnait un pouvoir créatif inédit au sein d'une maison aussi prestigieuse. Watanabe ne déçut pas, bien au contraire. Mais comme beaucoup de jeunes créateurs doués qui travaillent dans l'ombre d'une maison majeure, l'envie de créer sa propre identité finit par le rattraper. Là où d'autres patrons auraient vu une menace ou une trahison, Rei, elle l'encourageait à poursuivre cette ambition. Elle ira même plus loin en lui proposant de développer sa propre marque sous l'égide de Comme des Garçons. Un deal gagnant-gagnant. Junya pouvait rester dans l'écosystème de la marque tout en bénéficiant de ressources précieuses et d'une plateforme mondiale. Et c'est ainsi qu'en 1992 naît officiellement la ligne Junya Watanabe Comme des Garçons. Encore une fois, on reviendra plus en détail sur son œuvre dans une vidéo dédiée parce que ses collaborations et ses œuvres méritent une attention particulière. Mais pour l'instant, il faut retenir Comme des Garçons, au-delà de son propre succès, est aussi une fabrique de talents, un véritable incubateur de créateurs. Et Junya n'était pas le seul nom à marquer la trajectoire de la marque à cette époque. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un styliste, mais d'un stratège, un homme d'affaires visionnaire, Adrien Roffé. Pour comprendre ce rôle, il faut revenir un peu en arrière. Né en 1953 à Johannesburg, en Afrique du Sud, Adrien déménage à Londres à l'âge de 8 ans avec sa famille. Il grandit normalement, puis s'inscrit à la prestigieuse SOAS, School of Oriental and African Studies, où il choisit une spécialisation en études orientales. Mais surprise, il était le seul inscrit à ce programme. L'école décide donc de le fermer, le laissant sans direction claire. Désireux mais curieux, il se dit que si l'école ne pouvait pas lui offrir ce qu'il cherchait, il allait aller le chercher par lui-même. Il fait alors ses valises, monte dans un avion et part pour le Japon, sans plan précis ni certitude. Il raconte dans une interview au Financial Times que dès son arrivée, il avait la sensation étrange mais profonde de se sentir enfin chez lui. Très vite, les occasions se présentent. Sa sœur Rose, qui venait tout juste de lancer une marque de tricot, avait besoin d'aide pour établir les contacts au Japon. N'ayant personne sur place, elle demande à Adrien de l'assister. N'ayant aucune expérience dans la mode ou dans le business, il parvient quand même à négocier un contrat de distribution. Ce petit coup de pouce devient pour lui une voie d'entrée dans l'univers de la mode. Et petit à petit, il commence à envisager cette voie comme une carrière à part entière. Dévoré de curiosité, il s'immerge dans la scène mode japonaise. Et une marque en particulier le tape à l'œil. Comme les Garçons. C'est pas juste une fascination, Adrien dépense parfois des salaires entiers pour s'acheter des pièces de la marque. Il reconnaît l'œuvre de Rei, la reconnaît parfois dans les rues de Tokyo, mais n'ose jamais aller lui parler. Jusqu'au jour où, en 1987, le destin frappe à sa porte. Un ami l'appelle pour lui dire que Comme des Garçons est à la recherche d'un directeur commercial pour l'Europe. C'était le job rêvé et son profil correspondait parfaitement. L'ami organise une rencontre entre Rei et Adrien. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Très vite, Adrien prend les rênes du développement commercial mondial de la marque, ce qui permet à Rei de se concentrer à 100% sur la création artistique. Mais au fil du temps, leur relation dépasse le simple cadre professionnel. En 1992, ils se marient. L'année suivante, Adrien est nommé président de Comme des Garçons. Depuis, Rei et Adrien forment un couple aussi solide qu'influent, à la fois partenaires de vie et dans les affaires. Ensemble, ils ont posé les bases d'un empire et au début des années 2000, ils étaient prêts à reconfigurer l'industrie de la mode mondiale à leur manière.
La suite de cette histoire prend un tournant inattendu avec Filip Pawłowski, un artiste polonais qui découvre Comme des garçons dans les années 1980 et en tombe littéralement amoureux. Dans une interview donnée bien plus tard, Filip raconte que c'est sa femme, alors mannequin pour la marque, qui lui a fait découvrir l'univers de Rei Kawakubo. Grâce à elle, il entre en contact avec l'entourage de la marque et contre toute attente, il est même invité à défiler pour la collection Homme 1992 à Paris. À ce moment-là, il avait déjà commencé à envoyer à Rei quelques-unes de ses œuvres, dans l'espoir qu'elle y voie une possibilité de collaboration. Et il avait vu juste. À la fin des années 1990, Philippe devient collaborateur et consultant pour Comme des garçons. Il propose régulièrement des idées créatives pour différents projets menés par Rei. Et puis, un jour, il travaille sur autre chose. Une image lui vient soudainement en tête. Il la griffonne à la va-vite avant qu'elle ne lui échappe. Ce dessin, un cœur rouge avec des yeux. Il a immédiatement su qu'il devait l'envoyer à Rei. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. À cette époque, Comme des garçons ne touchait jamais à la couleur ni au graphisme. Le style était radicalement minimaliste, dominé par des coupes conceptuelles et une palette dominée par le noir. Bref, rien qui annonce un logo mignon, coloré ou grand public. Alors, pourquoi Philippe a-t-il pensé que ce petit cœur aux yeux fixes pouvait convenir à Comme des garçons? On pourrait dire que c'est l'intuition ou même du destin, mais moi j'y vois un parallèle puissant avec Rei elle-même. Ce cœur a des yeux, mais pas de bouche. Il observe, il impose une présence sans faire de bruit. Un reflet peut-être de la créatrice elle-même, silencieuse, insaisissable et énigmatique. Et puis, ce n'est pas un cœur parfait, c'est une esquisse brute, asymétrique, qui refuse la perfection au profit de l'expression. Mais au moment où il soumet le dessin, Rei ne sait pas trop quoi en faire. Elle l'aime certes, mais il ne colle avec aucune de ses lignes actuelles. Le logo est mis de côté sans autre suite, jusqu'au début des années 2000. C'est à cette période que Rei commence à réfléchir à une nouvelle ligne, Comme des garçons Play. Un projet qui, dès le départ, devait rompre avec le reste de sa production. L'objectif, proposer quelque chose de plus ludique, accessible, coloré, plus casual, comme le sujet, le mot Play. Mais aussi, il faut le dire, une ligne avec un potentiel commercial fort. Et pour cela, Rei savait qu'elle avait besoin de logos reconnaissables qui puissent parler immédiatement au public, même en dehors du cercle des amateurs de mode pointu. Le nom Comme des garçons suffisait pour séduire les initiés, mais pour vendre des t-shirts, des hoodies et des basiques, il fallait une signature visuelle. C'est là que le cœur aux yeux rouges réapparaît, et cette fois, c'est la bonne. En 2002, Rei lance officiellement Comme des garçons Play, avec le logo de Filip Pawłowski au centre du projet. Le succès est immédiat. Soutenu par l'aura de la marque, mais aussi par des personnalités culturelles comme Kanye West ou Drake, le petit cœur devient rapidement un phénomène culturel. Pendant la décennie suivante, il va déborder du monde de la mode pour devenir un véritable emblème pop. Ce que je veux dire par là, c'est que même des gens qui ne connaissent rien à Comme des garçons portent ce logo, sans même savoir d'où il vient. Une des raisons majeures à cette explosion, la collaboration avec Converse, bien sûr. Fidèle à la philosophie de Play, qui consiste à créer des pièces simples et abordables pour le quotidien, Rei accepte en 2009 de prêter le logo cœur à la légendaire Chuck Taylor. Résultat, une collab culte, devenue en quelques années l'une des plus rentables et emblématiques de l'histoire de la sneakers. Depuis, plusieurs itérations ont vu le jour, toujours avec le même logo. Et même si le phénomène a atteint son pic il y a quelques années, on continue à croiser ces Converse partout. Partout. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, Comme des garçons, c'est Play. Pas la collection principale, pas les expérimentations radicales de Rei Kawakubo, juste ce cœur. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. C'est précisément une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo. Rappelez que derrière ce logo se cache l'une des créatrices les plus emblématiques de notre époque. Et une marque qui a redéfini la mode contemporaine à plusieurs reprises. Oui, ce serait bien que Rei mérite le crédit qu'elle mérite pour avoir imaginé Comme des garçons Play. Mais en même temps, quelque chose me dit que ça lui va très bien. On l'a dit, elle fuit les projecteurs, elle cultive le mystère. Alors voir Play grandir tout seul, ça ressemble presque à une réussite à son image, silencieuse mais radicale. Et justement, si on parle de création signée Rei, qui ont pris une vie propre, il faut absolument qu'on évoque ce projet, Dover Street Market.
Au début des années 2000, comme les garçons commencent à lancer une série de boutiques éphémères à travers le monde. Bien sûr, la marque avait déjà des points de vente bien établis, mais Rei Kawakubo et Adrien Roffé, son partenaire de vie, ont été profondément séduits par l'idée de proposer une expérience qui dépasse largement le simple fait d'acheter. Ils ont tellement aimé le concept qu'ils ont décidé de faire quelque chose de durable. L'idée germe. Créer un lieu qui ne serait pas seulement une boutique, mais une installation artistique à part entière. Et même si ça peut sembler un peu abstrait dit comme ça, il faut reconnaître que la vision était brillante. Depuis que le commerce existe, on sait à quel point la mise en scène des produits influence l'acte d'achat. C'est pour ça que les marques de luxe investissent autant dans leurs vitrines et dans leur intérieur, pour que chaque pièce paraisse plus désirable. Ray et Adrien, eux, vont plus loin. Il part du principe que si l'environnement ressemble à une galerie d'art ou un musée, les vêtements seront perçus à leur juste valeur, comme des œuvres d'art. C'est ainsi qu'il commence à concevoir un espace hybride, un lieu où cohabiteraient toutes les lignes comme des garçons, mais aussi d'autres marques invitées, venues du luxe comme du streetwear, exposées au milieu d'installations artistiques soigneusement exportées. Une fois le concept solidement mis en place, il ne restait plus qu'à trouver l'endroit parfait pour le concrétiser. Et là, le destin fait bien les choses. Il tombe sur un immeuble de 6 étages situé à Dover Street Market à Londres. C'est de là que vient le nom Dover Street Market. Et c'est marrant d'y penser, mais si cet immeuble n'avait pas été disponible ou si j'avais trouvé un ailleurs, il n'aurait peut-être jamais eu de Dover Street Market. Le bâtiment lui-même avait quelque chose de spécial. Il n'était pas situé au cœur d'un quartier commercial classique, mais au cœur d'un environnement artistique entouré de galeries. Et il avait même abrité l'ancien institut d'art contemporain de Londres. Un cadre parfait pour ce que Ray et Adrien voulaient créer, mais surtout un espace vaste capable de porter leur vision sur plusieurs niveaux. L'une des plus grandes inspirations pour eux, c'était Kensington Market, un quartier de Toronto célèbre pour son électisme culturel, entre musique, art, gastronomie et mode. Ils voulaient reproduire cette sensation de flânerie imprévisible, où chaque coin de rue, ou ici chaque étage, dévoile une ambiance complètement différente. Chaque niveau du bâtiment aurait sa propre esthétique, son propre univers, pour offrir aux visiteurs une expérience sensorielle et spatiale unique. Comme à Kensington Market, on ne vit pas ici avec un objectif précis. On se promène, on découvre, on s'émerveille. C'est tout l'esprit de Dover Street Market qui ouvre officiellement ses portes en septembre 2004. Et dès cet instant, l'idée même de faire du shopping en boutique ne sera plus jamais pareille. Sans même s'en rendre compte, de nombreuses enseignes à travers le monde vont s'inspirer plus tard de ce modèle, cherchant à créer cette immersion, cette théâtralité. Mais aucune n'a jamais su capturer l'essence de l'original. Ce qui fait la différence, c'est un concept central baptisé Takiagari, un mot japonais qui signifie commencement. Chez Dover Street Market, le Takiagari désigne le rituel biannuel pendant lequel le magasin ferme ses portes pendant quelques jours afin de changer entièrement de visage. Nouvelle installation, nouvelle collection, nouvel agencement. Ce rite de renaissance consciente pousse les clients à revenir, curieux de savoir comment l'espace aurait été réaménagé. Aujourd'hui, Dover Street ne se limite plus à Londres. Il existe des boutiques à New York, Tokyo, Singapour, Pékin, Los Angeles et Paris. À Londres aussi, mais plus sur Dover Street, la boutique a déménagé dans un ancien espace Burberry, plus vaste sur High Market. Et pourtant, le nom est resté, comme un manifeste, une idée bien plus qu'un simple lieu. Et si ce nom est toujours aussi puissant, c'est parce qu'il incarne la vision radicale, artistique et fluide de Ray et Adrien. Et en juger à l'impact durable de leur travail, on peut dire sans trop se tromper que Dover Street Market est là pour durer. Voilà, on a maintenant retracé toute cette aventure et j'espère que vous comprenez pourquoi cette histoire est bien plus qu'une success story dans la mode. C'est celle d'une femme, Rei Kawakubo, qui a choisi de ne jamais rentrer dans le moule, même quand tout autour d'elle poussait dans ce sens. Dès le départ, elle savait qu'elle n'était pas comme les autres et au lieu de le cacher, elle a fait de cette différence sa force. Elle a laissé sa propre marque, sans concession, à une époque où très peu de femmes osaient le faire, surtout au Japon. D'abord discrète, presque marginale, comme les garçons est devenu un mouvement, une révolution. Mais ce qui force encore plus l'admiration, c'est la capacité de Ray à évoluer. Connue pour ses vêtements sombres, conceptuels, elle a su surprendre tout le monde avec une ligne pop, colorée, accessible, comme les garçons play. Et elle a fait de même avec Dover Street Market, en redéfinissant totalement ce qu'on attend d'une boutique de luxe.
Et ce qui est fou, c'est que beaucoup ignorent encore qu'elle est à l'origine de ces projets. En partie parce qu'elle est ultra discrète, mais surtout parce qu'elle laisse l'art parler à sa place. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui rend son œuvre encore plus puissante. Parfois, je me dis que d'autres créateurs devraient suivre cette méthode. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule Rei Kawakubo. Même enfant, elle se voyait comme un outsider, mais elle n'a jamais essayé de se fondre dans la masse. Elle a simplement continué à être elle-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'originalité, au point que certains essaient d'être différents juste pour faire comme les autres. Mais la réalité, c'est que la manière de vraiment faire la différence, c'est de rester sincère, fidèle à sa vision. C'est ce que Rei a fait, et en le faisant, elle a transformé la mode à jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une autre histoire de designer. Ah oui, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui parle de Raf Simons. Et là, on passe du Japon à la Belgique. Peace.